Mesdames, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur mon plateau virtuel pour cette émission Autisme et Transidentité. Alors, j'ai affaire à Magali Pignard, qui est une femme Asperger, on peut te présenter comme ça, qui est maman d'un jeune homme autiste qui est à l'autre côté du spectre, c'est ça? As été diagnostiquée tardivement à 38 ans et depuis, Oui. tu es une activiste de l'autisme. Tu fais un travail très important dans le milieu de l'autisme. Et sur le sujet de la transidentité, tu fais un travail de veille scientifique qui va s'avérer particulièrement important au cours de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Pamela Grignon. Tu es psychologue TCC, tu as décidé de t'exprimer à visage découvert et je t'en remercie. Tu es spécialiste, enfin, en fait, la vie, les circonstances de la vie t'ont amené à te spécialiser dans les troubles du neurodéveloppement. Mhm. Tout Voilà, à donc tu fait. accueilles des jeunes femmes autistes et des hommes aussi autistes, TDAH, dans ton cabinet. Et j'ai le plaisir d'accueillir Danielle. Tu es désisteuse et toi-même autiste Asperger. Je voudrais qu'on commence par faire un constat de la situation. Il y a une espèce de vague transactiviste qui a frappé la France, qui le frappe depuis enfin, une dizaine d'années, mais particulièrement depuis 4 5 ans. On peut constater que les personnes autistes, Asperger en l'occurrence, sont particulièrement touchées et il y a une très forte prévalence parmi les personnes transidentifiées. Est-ce que vous pouvez confirmer, de par vos connaissances du sujet et de votre expérience personnelle? Eh bien, moi, oui, je confirme. Alors, bon, c'est pas tous les autistes, hein, déjà, mais c'est vrai que à mon association, à Paris, on reçoit pas mal de témoignages de familles qui sont un peu perdues et qui demandent de l'aide. Et dans les statistiques, le nombre de personnes autistes qui se disent trans n'est pas très connu parce que c'est très récent. Mais il y a des statistiques comme quoi parmi les personnes qui se disent trans, il y a 3 à 6 fois plus de personnes autistes que dans la population Ouais, générale. Ouais. ouais, ouais. Et, Selon les études, les cohortes, c'est entre 20%, 30%. Voilà. Alors, 30%, c'est des jeunes qui ont été au service d'identité de genre, qui n'ont pas reçu un diagnostic formel, qui ont juste eu un dépistage, mais de très autistique, c'est pas de fonctionnement autistique pur. Mais dans la revue systématique sur laquelle tout le monde se base, elle montre que parmi les personnes qui se disent trans, il y a 11% de personnes qui ont un diagnostic formel d'autisme. Après, c'était en 2022 et ça évolue, enfin bref, ça. Évolue très très vite. Et moi, bah, c'est vrai que les patientes que je vois sont en train de faire le diagnostic. Donc, il y en a qui sont diagnostiquées, il y en a une qui font le diagnostic. Et elles me disent que dans leur entourage, les personnes qu'elles côtoient et qui sont trans fonctionnent beaucoup comme elles. Elles soupçonnent en tout cas qu'il y ait un TSA chez leurs amis. Bon, maintenant, c'est subjectif, hein, mais Mais en tout cas, ça a été suffisamment soulevé pour que WPATH, l'Organisation mondiale des professionnels de la réassignation sexuelle, fasse un sujet là-dessus, un chapitre dans leur 8e recommandation qui sont sortis en octobre 2023 pour parler de cette prévalence. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans lequel ils encouragent les professionnels de la réassignation sexuelle à se former à l'autisme pour être en capacité de décoder les demandes de personnes autistes qui seraient typiques, sévères et qui n'auraient pas les capacités à s'exprimer en fait oralement Ils disent à exprimer leurs besoins en matière de genre. Et c'est ça. donc, il faut se former à l'autisme pour repérer leurs besoins en matière de genre. Alors, derrière, c'est- Et il y a la chercheure, enfin la Catalia, la docteure finlandaise aussi là, la finnoise, non? Qui parle aussi de 25%. Enfin, elle dit qu'il y a aussi beaucoup d'autisme dans les ouais. cas relevés en Finlande aussi, oui. Ouais, et je pense que le professeur Gilberg, qui a fait une tribune, donc Gilberg Institute, il a fait une tribune en 2019, je crois. C'était un des tout premiers, parce que la Suède est un premier pays transaffirmatif en Europe, hein. La Suède est avec la Finlande, et il a fait une tribune pour s'offusquer de ce fait que les patients qu'il recevait étaient transidentifiés et précipités vers des traitements de réassignation sexuelle alors qu'elles étaient en cours de diagnostic de TSA et qu'il n'y avait aucune évaluation de leur état mental et de leur situation. En Hmm. fait, ce qui est surprenant dans le WPATH, c'est que quand on lit sur l'autisme, on pourrait se dire former à l'autisme pour aider la personne à démêler parmi tous ses ressentis, ce qui est spécifique à l'autisme et ce qui est spécifique à peut-être une identité trans. Et en fait, c'était les recommandations d'avant 2016, c'était toujours comme ça. Et là, c'est comme si l'autisme et la transidentité étaient complètement dissociés
et on traite un problème et l'autre. Et on se dit, ah oui, il y a plus d'autistes parmi les trans, mais on ne cherche pas les raisons et on ne traite pas ensemble les deux, alors que les deux sont entremêlés. Et Ouais, il y a c'est un des peu personnes qui après. vont plus loin, ouais, tu confirmes, Daniel, il y a des personnes qui vont plus loin en disant, vous êtes autiste, donc vous êtes probablement trans, en fait. Est-ce Oui, que Enfin, tu peux... c'est pas tellement ça que j'ai entendu, c'est plus que il y a vraiment une philosophie dans la communauté trans, c'est-à-dire que vous verrez des gens dire si vous vous posez la question sur votre genre, c'est déjà un signe que très probablement il y a quelque chose qui va pas et vous êtes trans. Et le fait que, en tant qu'autiste, on a tendance à se sentir incompris, se sentir seul, surtout en tant que femme, par rapport aux normes genrées. Forcément, je pense qu'on s'est toutes posé la question par rapport à ça. Et donc, selon leur logique, ouais, voilà, c'est à partir du moment où on se pose la question et qu'on se sent un peu déconnecté des normes genrées, ça veut dire qu'il y a forcément de la dysphorie. et ouais. Et en fait, dans la transidentité, avant, maintenant, ça a été élargi, cette définition. Maintenant, aux États-Unis, la transidentité, ça englobe la simple non-conformité de genre. Oui. Et du coup, ben, comme les personnes autistes, elles sont naturellement non conformes à leur genre, parce que le genre, ben, elles vont pas ajuster leur comportement en fonction des normes de genre. Et ben, Mhm. du coup, elles vont se poser la question si elles sont trans. Et puis, comme tu dis, ben, si on se pose la question, c'est qu'on l'est. Et puis, voilà, c'est terminé. On va aborder tous ces traits qui, point par point, peuvent permettre de comprendre pourquoi la population autistique, et particulièrement les femmes autistes, sont plus vulnérables par rapport à l'idéologie transgenre. Est-ce que, Pamela, tu l'as observé dans ton cabinet, cet afflux de personnes? Parce que c'est arrivé, en fait, c'est une espèce de tâche aveugle de tous les discours sur la transidentité. Euh, il y a une vague qui monte. Ah, c'est apparu, en fait, brutalement. Donc, tu as une population dans ton cabinet de jeunes TSA, TDAH, et tout à coup, ils se transidentifient. Tout à coup, ils s'embarquent dans ce truc-là, et il y en a de plus en plus. Oui, bah, disons que c'est connu hein, en psychologie, les phénomènes de contamination sociale. À une période, c'était beaucoup le borderline. C'est Il y a ça. eu une grosse mode d'éthique. Il y a eu une grosse mode du trouble dissociatif de l'identité, qui est quand même un trouble extrêmement grave, où il y a même des applications qui ont été créées pour les différents haltères, enfin des trucs, enfin, vraiment n'importe quoi. Donc là, bah oui, tout d'un coup, c'était exponentiel. Alors moi, j'ai pas eu... euh, disons que bah, avant, je n'en avais pas du tout. Puis Mais tout c'est d'un ça. coup, j'en ai eu, quoi. Sachant que en général, d'après ce qu'elles me disent, hein, elles ont tendance à aller voir... et ils ont tendance à se refiler, entre guillemets, les psys vraiment très Ah, ça, trans-affirmatifs oui. euh, Oui. et voir des psys trans. Donc, du coup, qui vont du coup valider. T'es d'accord avec ça? Ouais. Oui, parce Ouais. que la communauté où j'étais, je pense que la BDD trans, elle n'existe plus. Mais maintenant, il y a une asso qui a fait toute une carte qui recense non seulement les professionnels trans-friendly, comme ils appellent, et dès que quelqu'un a eu une mauvaise expérience, en général, il le note ici aussi. Hmm. Il y a Alors, vraiment... ouais. justement, alors Daniel, toi, tu as eu ton diagnostic. Comment ça s'est passé pour toi? Tu as eu ton diagnostic de TSA avant, de faire ton parcours trans. Comment ça s'est Oui, passé? donc du coup, j'ai été diagnostiquée à 12 ans, ce qui était considéré pour moi comme un peu tardif parce que vraiment, ça résultait de plusieurs années, autant moi que ma famille, à se demander qu'il y avait un constat que moi, je me sentais pas très bien socialement, que j'avais du mal à comprendre des normes sociales, j'avais ce genre de soucis. Et à l'époque, je sais pas si ça a changé en France, on est toujours très en retard dessus. Mais j'avais vu des psys, et, dès qu'on leur parlait d'autisme ou de syndrome d'Asperger, ils savaient même pas ce que c'était. Donc déjà, là, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été un grand soulagement de comprendre un peu. Maintenant, même dans la prise en charge que j'avais, j'étais suivie par des psys spécialisés. Mais vu qu'en même temps, je traversais la puberté, je traînais beaucoup sur Internet, donc j'avais beaucoup d'influence là-dessus. Il y avait beaucoup de choses où j'avais l'impression que j'avais toujours pas d'explication en fait sur pourquoi je me sentais mal, pourquoi je me sentais déconnectée des autres et surtout des autres femmes en fait.
pourquoi je me sentais pas très bien dans mon identité de femme. Et c'est surtout sur Internet où j'ai fini par rejoindre une communauté trans sur Discord. Et c'est là que, enfin, je me suis sentie écoutée parce que, alors déjà vraiment là où j'étais, bon c'est purement subjectif, mais j'avais vraiment l'impression que il y avait déjà objectivement, il y avait beaucoup de gens qui avaient eu un diagnostic formel. Pas forcément, enfin, soit TSA, soit TDAH, et même le reste des gens qui n'étaient pas diagnostiqués, il y avait la majorité qui avait au moins un soupçon là-dessus. Et du coup, je pense que le fait d'être d'un coup entouré de personnes qui avaient non seulement les mêmes traits autistiques, le même mal-être, mais en plus les mêmes questions au niveau du genre, et qui étaient déjà assez enfouis dans cette idéologie et leur idée qu'ils étaient soit non-binaires, soit du genre opposé, de me sentir comprise par ces gens-là, alors que je n'avais pas été avant. Et qui m'encourage à m'affirmer, à utiliser des pronoms masculins, vraiment à les suivre dans leur démarche qu'ils ont eu eux. C'est comme ça que je suis tombée dedans, en fait, on va dire. Une démarche qui est censée résoudre en fait tous les problèmes. Oui, pas forcément tous les problèmes, parce que j'avais conscience quand même de mon autisme, vu que j'avais été diagnostiquée, et on m'avait bien expliqué les traits autistiques, surtout le mal-être social, ça j'en avais beaucoup conscience. Mais ce dont je me rendais pas compte, c'est que, en fait, il y a un peu cette séparation, enfin, selon à qui on demande, mais entre la dysphorie sociale et la dysphorie physique, on va dire, c'est-à-dire le malaise avec son corps et le malaise avec donc l'identité, l'image qu'on a auprès des autres. Et pour moi, j'ai fini par penser que, bah, évidemment, enfin ça c'est quelque chose de normal quand on est ado, je me sentais mal dans mon corps aussi. Parce que il y avait des changements, parce que avec Internet, avec l'image du corps, quand on est une femme, tout ce qui est le moindre petit truc qui est soit stigmatisé, soit enfin, tourné en quelque chose de sexuel, pour moi, je me, je me sentais mal, voilà. Et, et du coup, je suis partie du principe que si je me sentais mal dans mon rôle de femme, c'était d'abord parce que je me sentais mal dans mon corps de femme, alors que ce qui s'est passé, c'était parfaitement l'inverse. Et c'est-à-dire que j'ai commencé à beaucoup plus penser à mon corps après que je me sois posé des questions sur mon identité. C'est les codes sociaux, c'est les problématiques avec les codes sociaux qui t'a amené à te poser des questions sur ton corps et à mettre en doute. Oui, et Voilà. voilà. Et, euh, et donc, et parce que c'est ce qui m'a amené un peu à cette idée que vraiment, en fait, le mal-être que je ressentais, c'était pas dû à de la contagion sociale, vu que, en fait, la source du problème, c'était un malaise avec mon corps. Et donc, j'adhérais un peu à cette théorie selon laquelle c'est vraiment quelque chose qui est ancré biologiquement dans le cerveau, un peu l'idée de alors, soit si on est purement matérialiste, de dire qu'on a un cerveau d'homme, enfin dans un corps de femme, ou d'avoir, voilà, d'être né dans le mauvais corps. Donc pour En moi, même temps, oui, tu as été influencé aussi par ta compagne. Tu as une compagne trans. Donc, oui, il y a aussi tout ça, en fait. Qu'est-ce que tu peux en oui. parler un petit peu aussi? Parce que tu as suivi, on parle de l'influence sur les réseaux sociaux, mais tu as aussi eu, par cet intermédiaire, une influence directe dans ta vie. Oui. Qui d'ailleurs, elle n'a pas été diagnostiquée formellement, mais elle avait de fortes suspicions et pendant qu'on était en couple, elle était en train de commencer les démarches pour avoir un diagnostic TSA. Et donc, elle avait fait tout ce cheminement vers la transidentité avant moi. Et elle était allée plus ou moins jusqu'au bout, vu qu'elle avait commencé sa transition. Elle avait commencé la testostérone. Elle avait une mammectomie. Et, et disons que je dirais pas qu'elle le regrettait, c'est juste elle voyait que c'était quand même quelque chose de très lourd pour le corps tous les changements qui viennent avec la testostérone et la mammectomie où bah, ça reste assez invasif. Elle a dû rester à l'hôpital pendant un certain temps. Elle a dû gérer ses cicatrices. C'était assez dur pour elle.
Et je pense qu'elle essayait aussi de rationaliser ce qu'elle avait fait, alors que ça vraiment, ça la mettait mal. Je sentais que ça la mettait mal, tous ces changements, tout le fait que son corps ait changé. Justement par cette idée que, en fait, c'est pour accommoder son cerveau d'homme, en fait. C'est-à-dire le fait que c'est, encore une fois, que c'est quelque chose d'inné, que c'est comme ça, que ça peut pas changer et que, en fait, elle avait vraiment besoin de faire ça pour se sentir mieux, de se sentir mieux dans mon corps. Elle m'a un peu influencée parce que je me posais des questions, hein. J'avais quand même entendu parler de tous les débats critiques du genre, voilà, de toutes les problématiques des détransitionneurs, des C'était il y a combien désisteurs. de temps? Est-ce que tu peux nous situer dans le temps? C'était il y a combien de temps tout ça? C'était il y a 5 ans environ. Donc toi, pour que les choses soient claires, tu as transitionné socialement. Oui, Tu socialement. étais dans la démarche pour... Mais tu n'as pas pris d'hormones en fait. Tu n'as Non, pas pris d'hormones ni quoi que ce soit. j'étais pas loin parce que j'ai désisté à 18 ans en fait. Et mes parents étaient au courant et ils voulaient pas que je fasse quoi que ce soit avant ma majorité. Et c'est finalement en rentrant à la fac que j'ai fini par désister. Mais ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as changé? Alors déjà, c'était la charge de travail. En première année de médecine, pharmacie, c'était énormément de travail. Donc, toutes les pensées un peu superflues que j'avais à propos du corps, à propos de mon corps aussi, c'est passé un peu au second plan. J'avais aussi un ami qui était désisteur aussi, en fait, qui se disait, du coup, qui se considérait comme fan trans et qui a changé d'avis aussi, et qui au départ ne me parlait pas vraiment de sa réflexion autour de ça. Je savais juste qu'il avait changé d'avis et voilà. Mais au fur et à mesure qu'on discutait, il a fini par m'inculquer un peu ces éléments de réflexion à lui et vraiment m'inciter à me poser la question pourquoi je me sens mal? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose d'absolument que je pourrais pas changer, d'inné? Ou est-ce que je peux aller réfléchir plus loin et regarder un peu dans mes souvenirs, dans la perception de moi que j'avais? Et me dire qu'au final, c'était vraiment une influence sociale, c'est lié à mon vécu et pas à quelque chose d'inné. Et c'est comme ça que j'ai fini par changer d'avis. Et tu étais toujours avec ta copine à ce moment-là? Non, on s'est séparés quelques mois avant. Et ça a joué, Enfin, c'est compliqué parce que le fait de plus être au contact avec... oui, oui, je dis, ça a quand même beaucoup. Parce que enfin, j'avais plus cette influence directe. J'avais encore des amis trans enfin, qui m'influençaient dessus aussi, mais qui n'étaient pas aussi convaincus que mon ex. Enfin, et c'est vrai que là, ça aussi, ça m'a permis un peu de réfléchir à ce que elle m'avait dit. Et j'en ai discuté avec mon amie des sisters et comment, enfin, sa réflexion à elle, et sa dysphorie à elle, en fait, comment elle le vivait. Et qu'au final, il y avait certains éléments dans sa réflexion et sa logique qui n'étaient pas forcément valables. Enfin, Alors, est-ce qu'on peut parler justement, oui, et Pamela, voilà, enfin toutes les trois, les problématiques des codes sociaux, parce qu'il y a des gens qui vont là, qui nous écoutent et qui sont pas, qui ne connaissent pas l'autisme, qui ne connaissent pas le syndrome d'Asperger. Et un petit peu là-bas, l'autisme, c'est un problème de communication sociale. Alors, juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit, Daniel. Daniel, bah, là, au final, elle parle un peu du côté obsessionnel, quoi. C'est-à-dire que du coup, Oui, le passage, hein, du coup, tu as fait tes études, tu avais autre chose à penser, et du coup, tu t'es mis toutes tes pensées et tes capacités un peu d'obsession, un petit peu, et ton besoin d'intérêt, c'est focalisé sur les études, et du coup, ça a enlevé peut-être cette surfocalisation sur le corps, cette problématique, et cette manière rigide tout d'un coup de venir essayer de gérer un mal-être de cette manière-là, oui, en tout voilà, cas. c'est exactement ça. Voilà. Et c'est ça la problématique dans le TSA avec cette problématique-là de dysphorie de genre, c'est qu'il y a un mal-être qui est mal identifié. Les émotions sont très fortes, il y a une grosse difficulté de gestion des émotions et on leur donne cette possibilité et ils vont rester dessus en mode obsessionnel et assez rigide en se disant c'est ça la solution. Et très pragmatique, bon maintenant voilà, il y a un bouton sur lequel appuyer, il faut que j'appuie dessus, et tant que je ne peux pas appuyer dessus, ça va très très mal se passer, quoi.
Mm, Et là mm. encore, elle était diagnostiquée, t'imagines? Et encore, Ouais, Oui. oui, et encore, elle était diagnostiquée parce que ceux qui ne savent pas en plus, qui ne connaissent ouais, pas leur fonctionnement, qui ne peuvent pas savoir que mm, c'est dû à l'autisme, c'est compliqué. ouais, Et donc, effectivement, il y a toute cette problématique des codes sociaux mm, qui sont pas du tout instinctifs. Toute la communication fonctionne par des il faut, des je dois, il faut en déduire des règles, il faut réfléchir à comment se comporter. Donc, c'est très lourd, c'est très mm. anxiogène. Il y a une difficulté à se sentir bien, il y a une peur du jugement du coup qui est très forte. Et oui, la connaissance des codes est très compliquée. Quand est-ce que je dis bonjour? Quand est-ce que je commence une conversation? Comment est-ce que j'arrête une conversation? Comment est-ce que je dois m'habiller? Ah Comment est-ce ouais, qu'on doit me ouais. percevoir? Enfin, Comment en fait, les codes sociaux, pour moi, ça, c'est une partie, le problème des codes sociaux vis-à-vis des rôles, des attentes en matière de comment on doit se comporter un homme et une femme, c'est qu'une petite partie de notre problématique de qu'on ne sait pas comment se comporter de manière générale. Par exemple, moi, quand j'étais prof, je parlais à mon chef de la même manière que je parle avec un élève. Je ne vais pas ajuster mon comportement en fonction des attentes sociales hiérarchiques. Ça me passait au-dessus. Et ben c'est pareil, je ne vais pas ajuster mon comportement en fonction de mon sexe, en fait. Je vais me comporter comme je suis, c'est tout. Je suis comme je suis et je ne vais pas jouer un rôle. Et en fait, j'ai remarqué que quand je regarde maintenant les filles entre elles et les hommes entre eux, les filles, elles ont beaucoup plus de manières, il y a beaucoup de jeux, enfin, c'est compliqué, quoi. Et chez les garçons, je trouve que c'est beaucoup moins compliqué. Et du coup, ouais, naturellement, on va copier, on va être plus proche des comportements des garçons que ceux des filles. les Et garçons sont après, plus simples. ouais. Et après, quand on dit, ah, mais après, vu le climat ambiant, on dit, bah voilà, si tu te comportes comme un homme, c'est que tu es un homme. Les autistes, ils aiment bien les choses dans les cases, donc on se dit, c'est logique, si je me comporte à un homme, c'est donc que je suis un homme. On va pas se dire, même si je suis pas très féminine, je suis une fille. Il y en a pas de nuance, quoi. C'est noir ou blanc. Même Donc pour c'est une femme ordinaire, il faut grandir pour comprendre que être une femme, ça n'est pas correspondre aux stéréotypes sociaux sexuels. c'est On est plus pris ambigu là-dedans en autisme. et il faut Beaucoup vraiment arriver plus. à faire la part des choses. Et je suis très heureuse d'avoir grandi à une époque où c'était pas possible, ça ne m'aurait pas effleuré, parce que moi j'avais porté les cheveux courts, je préférais les activités de garçon, je ne supportais pas les chichis, ils me portaient des robes et il m'a fallu des années pour comprendre ces trucs-là. Mais si j'avais eu 17 ans, enfin aujourd'hui, j'aurais foncé tête baissée dans la transidentité. Et puis, je pense que ce qu'on peut ajouter, c'est que tout ça peut être majoré par un TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les filles qui ont un TDAH, souvent, elles préfèrent aussi aller jouer avec les garçons parce qu'elles ont besoin de bouger, elles ont besoin de taper dans un ballon, donc elles vont jouer au foot avec les garçons. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'elles vont peut-être plus facilement aussi se sentir proches des garçons, quoi. Donc ça peut majorer cette idée que, ah ben tiens, je n'agis pas comme une fille, je suis peut-être pas une fille, quoi. Et même chez mes patients adultes, TSA, ce questionnement du genre peut être encore présent. J'ai un patient qui a une cinquantaine d'années qui m'a dit, ah mais j'ai le droit, ma masculinité peut aussi s'exprimer comme ça. Je peux ne pas être macho, je peux ne pas aimer le foot. Donc ça paraît très immature. Et donc du coup, forcément pour des enfants, des adolescents autistes, il y a encore plus de confusion autour de ça. Et en fait, vu que les femmes sont souvent sous-diagnostiquées, vu le contexte ambiant où tout est focalisé sur le questionnement de genre à l'école, voilà, du coup, les femmes qui cherchent qui elles sont, elles vont tomber sur tout ce contenu, elles vont s'arrêter à ce contenu, et du coup, elles vont embrasser une identité, par exemple, non binaire, et au risque de se perdre parce que du coup, elles vont embrasser une identité toute faite, et du coup, qui n'est pas la leur. Avec la rigidité cognitive, le manque de flexibilité cognitive, je me demande, il y a aussi un effet, bien sûr, il y a un effet de mode chez les jeunes aujourd'hui pour qui c'est absolument important d'être super cool par rapport il y a des trans, c'est comme ça, on casse les codes et tout. Mais chez qui ça va être, chez des jeunes neurotypiques, ça va être une lubie, quoi. Ça va être c'est une façon de parler. Donc ils vont l'aborder de manière neurotypique, c'est-à-dire c'est un genre qui se donne, on va dire, le sens le plus large du terme, quoi. Et les jeunes qui sont TDAH et TSA font au contraire foncer tête baissée de En manière fait, rigide et c'est aller comme au bout de la démarche. Eux, ils vont pas changer d'avis, quoi. C'est pas oui. juste un chemin. En fait, c'est comme si on était dans une route et qu'il y avait plein de chemins et on cherchait notre chemin
et puis on nous dit, bah voilà, c'est là. Et on est perdu depuis des années, on trouve la route, on va pas la lâcher, la route, hein. On va la suivre, on va pas la lâcher, c'est notre repère et jamais on lâchera ça. Oui, parce que là, du C'est- coup, pour moi, on touche un petit ouais. peu le côté insécurité qui peut être Mm. très présent Mm. aussi dans le TSA. Et donc, du coup, bah, la recherche de Ouais. sécurité, elle est forte. Et donc, s'accrocher à la bouée, une fois qu'on l'a, c'est très, très On va pas important, la quoi. lâcher. Ça fournit une explication commode à tous les problèmes, en fait. Oui. Ça simplifie le monde, Ça en fait fait. sens en En fait. gros, quand vous êtes TSA, il n'y a pas de filtre, il y a une difficulté de filtre dans l'encodage de l'information, de comment gérer, faire des choix, tout ça. Et là, vous avez un bouton rouge, vous avez et puis en plus, dans un mouvement qui dit un peu, il y a nous et les autres, il y a les méchants et les gentils. Pour aller bien, il faut faire ça. C'est hyper simple, en fait. Et on trouve notre communauté, en fait, on trouve une famille, des gens comme nous. Et nous, quand on n'a jamais été, c'est les premières personnes avec qui on est amis. Et on va pas lâcher ça, hein. C'est très difficile après de. Et je connais des jeunes qui restent dans ce groupe juste pour. Ils vont pas changer d'identité pour rester dans ce groupe. Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton cas, tu vas nous dire, mais Mm. effectivement, chez mes patientes, il y a eu ce besoin aussi, et puis apparemment, c'est ce qui est décrit aussi quand même chez les personnes qui désistent et qui témoignent, tout cet amour, toute cette communauté. C'est-à-dire, enfin, on Oui. trouve des gens qui nous aiment, avec qui on trouve énormément de ressemblances, de points communs, et ça fait du bien, quoi. Et c'est important, très Ouais. important, Quand on surtout n'a chez pas les... d'amis, c'était ton cas, Daniel? Oui. Ah, le truc, enfin, c'est que d'un côté, avant, j'avais quand même quelques amis, mais comme vous l'avez très bien expliqué, c'était plutôt des garçons. Parce que au niveau des codes sociaux, pour moi, c'était beaucoup plus simple à comprendre, à imiter. Et ensuite, mais je sentais quand même qu'il y avait des différences parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas été socialisés de la même façon. Donc, je me sentais quand même déconnectée de ces amis que j'avais. Et d'un coup, je me retrouve avec une communauté. Bon, là où j'étais, c'était moitié homme, moitié femme, mais où j'avais en plus donc des filles de mon âge qui avaient un ressenti similaire, qui se sentaient mal dans leur peau, voilà, du côté, enfin, au niveau de leur corps et aussi au niveau des normes sociales. Pour moi, ça a beaucoup changé. Et, j'ai vraiment le sentiment de se sentir comprise. Surtout à cette époque-là, à 15 ans, où au lycée, ça allait pas très bien. J'avais été harcelée au collège, oui, là, ça a énormément joué. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais vu ça comme un peu la seule solution pour aller mieux, parce que ces gens-là, c'était un peu la seule communauté que j'avais qui me Mm. soutenait. Tu te découvrais, oui, enfin, autiste, tu découvrais une attirance pour les filles aussi. Enfin, ça fait Oui, quand même un combo. C'est tout Et, commun. et, euh, et c'est pas simple à gérer dans un cas comme dans l'autre, en fait. mm, je sais. Ouais. Alors, il y a des particularités aussi de l'autisme qui peuvent permettre de comprendre pourquoi tant de personnes, et notamment des jeunes femmes, se laissent embarquer dans l'idée qu'elles sont des personnes trans. Il y a les problématiques d'interoception et de proprioception qui sont spécifiques à l'autisme. Oui, alors il y a des sensations qui vont être hyposensibles, d'autres hypersensibles. Donc au niveau des sensations, notamment, ne serait-ce que la faim, le froid, la chaleur, le contact avec les vêtements, la libido aussi peut être difficilement perceptible. Il y a beaucoup de choses qui sont du coup surintellectualisées, quoi. Vous voyez, forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, quoi, aussi, hein. Il y a une espèce de dissociation presque normale, en fait. Est-ce que vous pouvez juste définir ce que c'est que l'interoception? La Ben, capacité à prendre conscience de ses sensations corporelles internes, de, oui, de ressentir il y a une son... difficulté à ressentir certaines sensations. Donc, d'où la sensation de faim qui peut être sur-ressentie ou sous-ressentie, entre guillemets. Il y a un seuil d'activation qui peut être soit très bas, soit très haut, quoi, a priori. Donc, autant pour les sensations de toucher, de contact, les sensations internes, la position du corps dans l'espace, des choses comme ça. Ça Oui, te va? je voulais juste le préciser parce que lorsqu'on parle D'accord. de problématiques sensorielles dans l'autisme, Oui. on parle aussi de réactions par rapport à des stimuli extérieurs.
C'est ça la Oui, différence, tu vois, et c'est par rapport à la lumière, le toucher, le oui, bruit, c'est au contact de l'extérieur. Et là, la oui, notion d'interoception, c'est vraiment identifier mes sensations internes comme des oui. sensations internes. Et je me trouvais que c'est important T'as raison, oui. d'accord, Oui. hein, que je puisse le Ah oui, dire, oui, 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 parce que tout à fait. c'est facile de se dire, je suis née dans le mauvais corps, dès Ouais. lors que je me sens en décalage avec mes sensations corporelles. Or, ça, c'est typique de l'autisme. Oui, et oui. Et d'où le fait que, d'ailleurs, chez les personnes autistes, alors chez les grands obsessionnels, c'est présent, chez les personnes autistes, c'est encore plus fort, ce qu'on appelle un peu le toc de l'amour. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Là, je ressens de l'excitation, là, je ressens de l'amour ou pas? Est-ce que là, c'est présent? Ils font des vérifications, etc. C'est-à-dire que Ouais. il y a beaucoup de choses et des espèces aussi de recherche, de vérification vis-à-vis de la douleur. Est-ce qu'elle est là, cette douleur? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai pas mal? Parce que justement, les sensations peuvent être très perturbées. Il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire juste à cause de ça aussi. Je sens pas ma faim. Ouais. Donc, du coup, je mange sans faim tout le temps. Donc, du coup, je mange trop. Enfin, voilà. Des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont complètement pleines, en fait, qu'elles peuvent plus manger et qui se retrouvent à vomir juste parce qu'en fait, elles n'ont pas cette conscience et cette sensation au niveau du corps qui peut être, oui, très perturbée. Donc, au niveau des émotions, ça peut être le cas aussi, d'ailleurs. Il y a des émotions qui vont s'activer plus facilement que d'autres, qui vont être perçues plus facilement que d'autres, des sensations d'angoisse ou voilà, différentes sensations physiques, en fait, qui peuvent être mal perçues ou au contraire qui vont être exacerbées. Moi, quand j'ai mon corps, j'ai l'impression de ne pas l'habiter, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il m'appartient pas. Enfin, je me sens décalée entre mon esprit et mon corps. Et quand je bouge, j'ai l'impression que c'est pas moi. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une sensation. Moi, j'ai toujours dit que j'étais très maladroite, socialement et puis physiquement. Et du coup, eh ben, on peut se dire, c'est très facile après de se dire, ben, je suis vraiment mal à l'aise dans mon corps. Enfin, tout ça, il y a plein de choses qui font sens, hein. Je ne suis pas conforme au genre, je suis mal à l'aise dans mon corps. Tout ça, c'est des signes de dysphorie de genre. Oui, et par rapport à la proprioception, c'est-à-dire la manière de bouger dans l'espace, c'est aussi un truc qui est typique de l'autisme. Et puis, C'est la perception de soi dans l'espace. Chez une personne neurotypique, ces choses sont encodées naturellement, intégrées, et chez une personne autiste, c'est pas évident du tout, même si c'est moins perceptif chez les femmes. Est-ce que vous confirmez? Je sais, pour moi, ça a été très compliqué. Et en fait, le truc, c'est que dès que j'ai commencé à être prise en charge, c'est là qu'on m'a expliqué, en fait, que en tant qu'autiste, j'avais du mal avec ça. Et avant, je m'en rendais pas compte. Et donc, c'est là aussi que j'ai commencé un peu à essayer d'avoir un peu plus conscience des sensations dans mon corps et un peu de comment je bougeais dans l'espace parce que j'avais aussi énormément de problèmes avec ça. J'étais ultra maladroite, j'arrivais pas à faire du sport. Et je pense que ça aussi, plus la puberté, plus Internet, plus le fait de réfléchir à mon genre, d'un coup, j'avais aucune conscience de mon corps et tout d'un coup, on me dit, il faut qu'il fasse un peu plus attention. Et je pense que là, ça aussi, ça a beaucoup alimenté le malaise et mon idée, effectivement, que j'étais dans le mauvais corps. Oui, parce que tu t'imagines du coup que la transition peut le soigner en fait. Oui, Que ça oui, me c'est peut. ça. mettre dans le mauvais corps, ça veut dire que c'est pas mon corps et ça fait sens C'est ça. Oui. quand on a du mal à évoluer avec son corps dans l'espace. Ça fait complètement sens quand on... C'est particulièrement important. Je trouve que c'est important de dire, la clinique de l'autisme, et même pour le syndrome d'Asperger, il a été calculé sur des hommes, en fait. Elle a été calculée sur d'un profil masculin, comme plein de troubles. Or, les hommes, souvent, pas tout le temps, c'est quand même beaucoup plus visible chez les hommes, en fait. Le fait de marcher de manière un peu dégingandée, avec un balancement du corps qui est pas naturel, en fait, des choses comme ça. Chez les femmes, il y a un camouflage. On parle de camouflage parce que ça, c'est une chose qu'on n'a pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a bien deux tiers, voire un peu plus des deux tiers des personnes transidentifiées qui sont des femmes, en fait. Et là, pour les femmes Asperger, en fait, il y a une particularité, c'est que les femmes sont moins autistes que les hommes autistes. En tout cas, il n'y a pas des signes extérieurs de manière aussi évidente que chez les hommes. Ce qui concourt, en fait, à cette confusion entre Et autisme disons et identité. elles ont une motivation sociale qui est très forte. Donc ça les fatigue, c'est anxiogène, mais il y a une motivation sociale. Donc elles sont beaucoup moins en retrait, évitantes comme les hommes. Hein. Donc ça déjà, et puis du coup le regard aussi, enfin on va dire les codes Ouais, comportementaux sont plus ouais. simples à acquérir a priori. Et moi, je pense qu'en fait, pourquoi il y a plus de femmes autistes qui se disent trans que d'hommes autistes, je pense que c'est aussi la puberté. À la puberté, on a beaucoup plus de changements, je pense, par rapport aux hommes. On a les règles quand même, on a les seins.
On a le regard des autres, on a la sexualisation des femmes par rapport. En- la puberté, pour moi, C'est c'est brutal. Brutal chez une femme. Oui, plus que chez un homme. et oui. Alors, par définition, c'est-à-dire que s'il y a un TSA, c'est qu'on n'aime pas le changement, quoi. Voilà. Mm. Donc, j'ai un Oui, TSA. en plus, à la base. Voilà. Je n'aime pas le changement et je veux que les choses Et soient on veut que prévisibles. notre corps Je soit veux respecté. contrôler. Je veux contrôler ce qui se passe. Je veux contrôler, je veux que tout soit prévisible, je veux, Le voilà, corps ne doit pas évoluer pendant la puberté. c'est Il doit ça. rester le même. Donc, du coup, l'apparition des règles, le changement du corps, potentiellement, on prend un peu de poids, ce qui est normal en général avec les hormones, les hanches qui s'élargissent, on peut avoir un petit peu de ventre, et voilà. Et donc, ça, c'est temporaire, ça peut se calmer, mais comme les personnes TSA ne vont pas du tout aimer les changements, après, sans être TSA, une fille qui est contente d'avoir ses règles, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, du coup, voilà, tout ça, ça va se rajouter. Et en plus du fait que, étant donné justement que les femmes, du coup, à la puberté, commencent à se former, là, je reviens un peu sur l'insécurité quand même. Il peut y avoir le regard des hommes qui change, des jeunes garçons, mais Alors que des chez les hommes, hommes c'est différent. Les hommes, adultes ils n'ont pas à aussi, regarder femmes. malheureusement. Donc, du coup, c'est ce regard qui est difficile, qui peut amener une forme de honte de son corps et d'insécurité. Et ça aussi, ça peut être très, très compliqué, alors, pour toutes les femmes, mais encore plus pour les jeunes filles TSA. On peut parler de retard de développement aussi de manière globale pour tout ce qui est des personnes concernées par les troubles du neurodéveloppement. Est-ce que l'adolescence, physiologiquement, elle est plus longue, plus... En fait, on a plus de mal la quête d'identité est plus longue. Moi j'ai mis 38 ans pour savoir qui j'étais, grâce au diagnostic, par exemple. Alors que c'est pas le cas pour eux. Alors, quand on ne sait pas qui on est, quand on se cherche, quand on tombe sur des trucs qui nous ressemblent, ben, on se dit c'est nous. Et il faut plus de temps aux personnes autistes pour se définir. Et en fait, ce qu'il disait, pourquoi il y a plus de femmes autistes trans que d'hommes autistes, en fait, je pense que c'est pour les mêmes raisons que pourquoi il y a plus de femmes trans que d'hommes trans. C'est un peu les mêmes raisons. Pour les femmes, par rapport aux hommes, il y a plus de problème par rapport à la puberté, par rapport à la façon dont les femmes sont dans la société par rapport aux hommes. Je pense que c'est... Sachant que comme témoigne Daniel, en plus du fait d'être parfois en décalage aussi socialement, d'avoir des difficultés d'intégration, les autres enfants ou les autres jeunes sentent la différence. Donc malheureusement, il peut y avoir du rejet, voire même du harcèlement. Donc c'est sûr que ça Oui, va augmenter ce rejet oui, de soi, cette honte de oui. soi, cette difficulté à se sentir bien, quoi, globalement. Et puis les codes entre jeunes filles, ça évolue. Moi, quand j'étais au collège, je jouais à la cour, enfin, un chat perché, on courait partout. J'arrive au lycée, les gens, ils y parlent tous, les filles, elles parlent entre elles, je comprends pas ce qui se passe, quoi. C'est beaucoup plus complexe à l'adolescence, enfin, les jeunes filles. Oui. C'est compliqué, et du coup, le décalage est encore plus grand. Alors que c'est une recherche, une période où on cherche vraiment à se Mm. définir, Ouais. on cherche un groupe d'appartenance, Mm. c'est très Mm. important, Mm. on cherche des codes et on est très rassuré par ça. Cette absence-là, eh ben, elle est Très génératrice anxiogène. de détresse, Ouais. quoi. Ouais. Et on se définit en dehors du cadre familial, dans le regard des autres. On cherche sa meute, en fait. Mm. C'est aussi une période où les jeunes neurotypiques développent, on peut dire, certains troubles du comportement neurotypiques. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un foisonnement d'implicite, c'est un foisonnement d'émotions et de messages implicites qui partent dans tous les sens et qui sont... il y a beaucoup de jeunes Asperger qui sont complètement perdus, quoi. Complètement Oui, perdus. totalement. Parce que tout est extrêmement codé au final. Quelle Ouais. musique j'écoute, quels habits je Ouais. mets, comment je porte mes habits, Oui. enfin, je veux dire, enfin, Oui. tout est... Et c'est à l'adolescence souvent que les filles autistes sont diagnostiquées avant, elles dénotent moins par rapport à leur père féminine. C'est un moment où vraiment les relations se complexifient. Les filles, elles parlent de shopping, des mecs. Enfin, comment une femme autiste peut se reconnaître là-dedans? Enfin, je sais même pas, à moins de vouloir exactement les mimer, de faire exactement pareil pour avoir un bon passing de neurotypique. Ouais. Ah oui, mais ceux qui veulent pas, celles qui arrivent pas à avoir ce passing parce qu'elles n'en ont pas conscience, bah, elles ne peuvent pas se reconnaître. Hein. Et encore, justement, ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que j'ai une patiente, justement, et j'en ai eu quelques-unes, qui ont pu se perdre, justement, là-dedans. C'est-à-dire d'essayer d'imiter de manière très obsessionnelle les codes de certaines filles, puis au final, se rendant compte que
bah, ça leur correspond Ouais, pas, parce qu'elles l'ont fait de manière beaucoup trop ouais, obsessionnelle, beaucoup trop rigide, et que c'était ouais, pas elles, donc ça ne ouais. leur correspondait Mm. pas, et du coup, elles ont fait un virage inverse, total. Chez les Et hommes, ben du non, en coup. fait, Je suis Hmm. un je suis homme. un homme. Daniel, tu avais le désir de devenir un homme ou est-ce que c'était une fuite de la féminité? Ou est-ce que l'un était concomitant de l'autre, en fait? C'était vraiment les deux. Un côté fil de la féminité parce que j'avais, bah, là surtout lié à l'autisme, un peu une vision de tout ce qui était vu typiquement comme féminin, le fait de parler de mode, de shopping, des mecs, de tous les petits rituels de beauté. J'associais ça à vraiment à tous, on va dire, goumi-boulga neurotypique qui ne me correspond pas et auquel j'ai pas envie de me conformer. D'autant plus qu'au lycée, bon, j'ai commencé à m'identifier trans juste avant le début du lycée. Et pendant la majeure partie du lycée, en plus, j'étais la seule fille dans ma classe, ce qui n'a pas aidé dans le sens où je regardais quand même un peu comment étaient les filles dans les autres classes. Et d'une certaine manière, j'aurais pu m'inspirer, j'aurais pu essayer de les imiter, mais c'était tellement incompréhensible. Déjà qu'avec avec les garçons de ma classe, j'avais beaucoup de mal. Alors en plus, essayer de faire plus compliqué et d'imiter les filles que je fréquente même pas parce qu'on n'est pas dans la même classe, c'était encore plus difficile et ça m'a encore plus confortée dans ma transidentité, dans le sens où, au final, c'est tellement compliqué de s'intégrer parmi les filles. Et de toute façon, je suis entourée de garçons. Donc, autant, quitte à essayer de s'intégrer quelque part, autant essayer de s'intégrer avec les garçons et vraiment de fuir au maximum la féminité. Hmm. Eh oui. Trop compliqué. Oui. Et Trop moi, compliqué, trop de codes. la mode, les vêtements, ça me passe au-dessus parce que je ne sais pas distinguer ce qui est beau, ce qui est moche. J'ai pas de, j'ai pas ce truc, ça c'est joli, ça c'est moche. Et du coup, je sais pas choisir mes vêtements. Et du coup, la mode, c'est quelque chose que je peux pas comprendre en fait. Je ne comprends toujours pas et je pense que c'est typique de Oui, non, l'autisme. il y a un truc qui est paradoxal quand même, parce que quand une femme décide de transitionner, devenir un homme, justement, alors elle mutile son corps, elle prend des médicaments, etc., mais elle obéit aussi à des codes sociaux. Enfin, c'est quand même Oui, une conformation à des oui, codes sociaux, tout à fait. Il y a des codes quand même très précis de extrêmement rigides. j'ai les cheveux courts, mais je mets quand même du vernis à ongles. Je m'habille voilà, un peu garçon, mais voilà, je peux mettre des boucles d'oreilles. Enfin, ouais, ce truc de casser, de Bah, mettre féminin, masculin, ils regardent les c'est très Des codé. fois, elle fasse de la muscu, oui, oui. Ils regardent les influenceurs, c'est pour ça, non? C'est leur modèle, en fait. Si les Oui. jeunes sur Internet, c'est leur modèle, c'est quoi? Bah, s'ils regardent des influenceurs sur YouTube toute la journée, ils vont vouloir les copier. C'est naturel, quelque part. Si on n'a pas d'autres groupes avec qui on fait des activités, si on fait que ça, bah, forcément, on va Alors copier. Daniel, tu fréquentais donc ce serveur Discord et cette association, il y avait ta compagne de l'époque qui Oui. transitionnait, tout ça. Tu as été quand même témoin, et si toi tu l'as pas fait toi-même, Oui. de l'impact de ces traitements, notamment des traitements hormonaux sur ces jeunes femmes. Est-ce que tu peux en dire? Parce que ça, c'est typiquement, on sait il y a beaucoup qui ne le supportent pas. Il y a aussi quand même un effet de drogue pour certaines personnes qui utilisent la testostérone comme pour des effets anxiolytiques. Qu'est-ce que tu peux témoigner, toi, de ton expérience des personnes qui, Euh, de l'intérieur, ont utilisé ces produits-là, mais évidemment, quand ça va pas bien, ils en parlent pas, en fait. À l'époque, regardé évidemment beaucoup d'influenceurs, de vidéos YouTube, et surtout beaucoup de personnes qui parlaient justement de leur transition, de leur traitement hormonal, y compris des aspects un peu moins rigolos. Mais le fait, c'est que ça revenait tellement souvent. Un exemple qui vient souvent, c'est le fait que la voix change très rapidement. C'est-à-dire que la puberté naturelle chez les garçons, la mue, ça se fait sur plusieurs mois, plusieurs années, alors que pour certaines, avec la testostérone, ça vient au bout de 2 semaines. Ce qui fait que elles ont du mal à s'adapter à la nouvelle voix et ça fait bizarre. Elles ont du mal à parler de manière naturelle avec ça. Et c'est un problème pour beaucoup de femmes qui transitionnent. Ce genre de choses, les bouffées de chaleur aussi. Donc tous ces aspects, parce que ça arrive tellement souvent,
Bon, il y a certains aspects risques pour la santé dont on parle moins, mais c'est des choses qui sont tellement courantes qu'on peut pas juste faire genre que ça n'existe pas. Et du coup, ça, j'en avais conscience. Du fait aussi que c'est irréversible, que la voix, si on mue, on pourra jamais retrouver sa voix de femme. La pilosité, c'est très compliqué de revenir en arrière aussi. Mais c'était présenté aussi comme quelque chose, bah, ça arrive, c'est comme ça. Mais du coup, c'est prévisible, ce qui fait qu'en tant qu'autiste, alors que la puberté, moi à l'époque, on m'avait quasiment rien dit. Par exemple sur les règles, j'ai su ce que c'était presque 2 mois, juste 1 mois, 2 mois avant de les avoir. Et que d'un coup, je redécouvre quelque chose. Bon, je vais faire une deuxième puberté, mais au moins je sais très exactement ce qui va m'arriver. C'est déjà Ça me cool. rassurait. Mm. Et le malaise était tellement intense et il y avait une telle quête de dire que c'est ça qui va changer ma vie, qu'il y a tous les effets secondaires, les bouffées de chaleur, les changements sur l'humeur, tout ça. Mais au final, ça en vaut la peine parce que je me sens tellement mal dans mon corps que ça vaut le coup de prendre ce risque et de faire quelque chose d'aussi radical. Plus encore une fois, le côté bah, en tout cas, moi, je pense que ça me rassure aussi le côté prévisible. C'est-à-dire, j'avais vu tellement de personnes en parler. Il y a tellement de choses qui reviennent. Les effets de la testostérone, qui me confortaient là-dedans. Il faudrait la même chose, il faudrait des influenceurs pour les effets de la puberté. Qui, Peut-être. une jeune fille autiste pourrait euh, regarder à au longueur de moins, journée oui. pour Au moins, expliquer. oui, au moins l'expliquer sans, avec moins de tabou. Parce que, encore une fois, moi, j'avais eu mes règles à 11 ans. Personne ne m'avait parlé des règles. Et oui. Avant, c'était complètement par hasard et au moins même que ce soit à l'école ou sur Internet, là, ça se fait un peu plus, j'ai l'impression, et d'expliquer calmement ce que c'est, comment ça change, pourquoi ça change et que c'est normal, que c'est pas honteux, que voilà, on a nos règles, ça peut être plus ou moins douloureux, il peut y avoir tel truc qui va changer, que c'est progressif, qu'il faut être patient aussi. Et ça, moi, ça me paraît évident. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience. Mais à l'époque, Et surtout, comme les jeunes filles sont pas diagnostiquées, les jeunes filles autistes sont pas diagnostiquées, eh ben, elles sont prises au dépourvu. oui, Ce qu'il faudrait, c'est que vraiment, il y a vraiment un focus là-dessus, sur accompagner les jeunes filles autistes à la puberté. C'est vraiment central pour moi. oui. Oui, mais pas Moi, par il y a n'importe rien qui. qui n'existe pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, au lieu de normaliser le rejet du corps, d'expliquer que ben, c'est une période qui va passer, où il y a des changements, expliquer quels changements, que ça devienne prévisible, mieux compris, qu'il y ait moins de peur autour de tout ça, quoi. Au lieu de dire, ben, t'es pas né dans le bon corps. Au lieu de dire t'es banné dans le bon corps, et effectivement, si tu te poses des questions, c'est que tu dois être de l'autre côté, quoi. Lorsqu'on a préparé ces émissions, Daniel, tu m'as dit quelque chose que je trouvais intéressant, c'est que quand tu étais dans une association au départ transactiviste, c'était un sous-groupe de Transsanté France. Non, enfin, à la base, c'était vraiment purement quelque chose de. Enfin, c'était un serveur Discord qui avait visé d'entraide. Mais à la base, c'était vraiment juste un groupe de potes. Il y avait une centaine de personnes au total, mais on était 20 personnes actives, pas plus. Et là, Et, maintenant, c'est devenu une association. Et je ne sais pas s'ils se sont associés à d'autres groupes trans. Mais ouais. et en fait, il y a eu un changement dans le ton. Au départ, tu m'as dit que c'était très bienveillant, que les gens n'étaient pas du tout affirmatifs, enfin que c'était Alors, bien c'était fait. affirmatif, mais aussi il y avait cette idée que bon, on a tous le même mal-être, on est tous trans, on a tous de la dysphorie, on va se soutenir entre nous. Mais il n'y avait pas un peu ce tournant idéologique, Ouais. parce qu'il y avait pas, par exemple, beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'idée de non-binarité. Des gens qui se disaient plutôt de droite, plutôt conservateurs, ou juste il y avait certains aspects de la communauté trans ou même de la communauté LGBT en général qu'ils aimaient pas. Il y avait des désaccords, mais voilà, c'était comme ça. On existait ensemble, on était là pour s'entraider. Puis au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de gens justement qui se disaient non-binaires qui ont rejoint le serveur. Donc à force, on ne pouvait plus trop exprimer son désaccord là-dessus. Ça a pris en fait, c'est passé d'un simple serveur d'entraide
à vraiment un endroit très militant, à visée beaucoup plus politique, où là, forcément, l'idée c'était plus aussi d'uniformiser la position politique de la communauté. Et ça s'est traduit comment? Il y a des personnes qui ont pris le pouvoir à l'intérieur du serveur? Comment ça, tu as senti? C'est juste qu'il y avait eu de plus en plus de monde. Alors, on est passé d'une centaine de personnes à... ça a dû atteindre les 1000 personnes à un moment. Ce qui fait qu'il y a plus de personnes qui ont rejoint la modération, plus de nouveaux, plus de gens qui sont devenus habitués, pour exprimer le fait qu'ils n'étaient pas confortables avec le fait qu'il y ait des gens qui disent du mal des non-binaires, qui soient pas d'accord avec tel aspect, qu'ils n'aient pas envie d'utiliser des néopronoms. Donc au final, pour qu'il y ait le plus de personnes qui soient confortables dans la communauté, voilà, vraiment l'idée d'accepter le plus de monde possible. Au départ, c'était majorité des transbinaires et au final, on peut aussi accepter les non-binaires, les xénogenres, ce genre de choses. C'était plus une idée, pas forcément de pouvoir, mais vraiment d'ouvrir la communauté au plus de monde possible. Pas de débat. Mais ça implique aussi qu'à la base, il y en avait quand même au départ. Oui, C'est important, ça va pas de soi. Je me pose une question. Je me demande si la porosité des milieux de la... Parce qu'il y a une communauté de l'autisme, en fait. oui, Par rapport au transactivisme, ne vient pas du fait que beaucoup de transactivistes sont mis à copier la notion d'expert, usager expert, en fait. une Il y passion a eu un expert. tournant il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Les pouvoirs publics se sont rendus compte que c'était un petit peu étrange de prendre des décisions sur les personnes autistes sans consulter les personnes autistes. Et qu'il n'y avait pas que que le spectre était très large, qu'il existait des formes d'autisme très différentes, et y compris des personnes autistes brillantes intellectuellement qui pouvaient prendre des décisions sur elles-mêmes. Donc il y a des associations de personnes, enfin il y a plusieurs associations qui se sont créées avec des personnes Asperger qui ont dit, vous ne prenez pas de décision sans nous consulter. On est concerné, d'accord? On a notre mot à dire sur des décisions qui nous concernent. Et de manière globale, ça s'est passé dans plein de troubles, plein de pathologies et dans plein de troubles du neurodéveloppement. Rien sur nous sans nous. Voilà, rien sur nous sans nous. Mais on voit rarement des personnes schizophrènes dire je suis là, je suis fière d'être schizophrène ou bipolaire, etc. Ce qui est très différent dans le milieu de l'autisme où même s'il y a des gens qui sont stigmatisés, il y a aussi une certaine fierté. Il y a dans une communauté avec des gens qui revendiquent une différence qui n'est pas une pathologie, qui est une différence neurologique, qui peut entraîner des troubles, etc. Mais il y a vraiment un statut particulier en fait. On a eu des ambassadeurs comme Joseph Chovanec, Hugo Orio. Toi, tu es une ambassadrice à ta façon de manière plus discrète, mais vous faites un travail auprès des pouvoirs publics qui est très important. Et j'ai eu l'impression qu'il y a des personnes, des transactivistes, se sont engouffrés dans cette brèche, se sont mis à revendiquer ce titre d'usager expert en disant nous sommes trans, c'est nous qui savons. C'est quelque chose qui propage sur les réseaux sociaux, dans toutes les réunions, etc. Il n'y a que nous qui savons. Seule la personne qui est trans est capable de porter un discours, voire un diagnostic sur elle-même. Il y en a qui se comportent comme des gourous, en fait. Et c'est quelque chose qui induit une erreur, une fausseté fondamentale, parce que lorsque vous êtes usager, expert en tant que personne autiste, vous êtes né avec, vous êtes né comme ça, que vous ayez été diagnostiqué ou pas, et vous n'avez pas besoin d'aller à la pharmacie pour devenir autiste, hein. Alors qu'une personne qui se dit trans ne peut pas être trans sans une transformation au minimum social, mais surtout, elle a besoin du monde médical, en fait, pour revendiquer cette différence. Il y a un abus de langage, en fait, fondamental. Mais je me demande si il y a une espèce de copie, en fait, qui pourrait expliquer la porosité des milieux autistiques par rapport à la transidentité. Bah, à Paris, on est tous du même avis. Mais j'ai pas vu ça pour l'instant, mais j'ai vu ça dans l'évolution des directives cliniques menées par des chercheurs depuis 2016. Depuis 2016, il y a eu l'inclusion de personnes, de militantes trans et autistes. Et c'est depuis ça que les directives ont évolué. Avant, c'était, voilà, faut faire attention quand une personne est autiste et dysphorique de genre, faut être sûr qu'elle a une vraie dysphorie de genre, que c'est pas, ça peut pas être entremêlé avec l'autisme, voilà, faut prendre des précautions, tout ça. Et après, l'inclusion de ces personnes, c'était radical, ça a radicalement changé. C'est les traitements d'affirmation de genre doivent être disponibles pour tous à la demande. On décloisonne l'autisme et la dysphorie de genre, enfin, on parle plus de dysphorie de genre. On, c'est ce qui- on décloisonne tout, on ne cherche pas à savoir comment ça peut s'entremêler. Ça a été radical avec l'inclusion de ces militants trans et autistes. Et on ne cherche pas à soigner. On ne cherche pas à guérir
la notion de dysphorie. On ne parle même plus de dysphorie de toute façon. Moi, j'ai ressenti, mais pas dans le cadre de l'autisme. C'est-à-dire que sur un réseau social professionnel que tout le monde connaît, je pense, le peu que j'ai pu m'exprimer et où j'ai eu affaire à des personnes trans, on m'a dit non, mais nous, on est spécialistes, toi, non, c'est nous qui nous en occupons. C'est-à-dire qu'il faut laisser les experts. Donc, ils se posent en experts. Tout d'un coup, ça devient des experts de toute la psychologie. Ce sont Oui. des experts de la psychologie des adultes, la psychologie des enfants, des adolescents. Et toutes les personnes qui sont elles-mêmes spécialistes aussi et expérimentées ne le sont plus parce qu'elles ne connaissent pas bien la dysphorie de genre, parce qu'elles n'ont pas cette problématique-là. Laissez-nous, on va faire, et vous, non. Alors qu'au final, on sait très bien de manière globale, c'est-à-dire que toute personne très spécialisée peut au contraire avoir du mal à faire des diagnostics différentiels et à bien identifier certains troubles, justement. C'est-à-dire que, ben non, en fait, quand on est spécialisé dans la psychologie de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, du jeune adulte, ben, on connaît très bien son fonctionnement et on peut très bien déduire que si cette personne a eu des traumatismes, un TSA, des troubles du comportement alimentaire, etc., qu'il y a plein de symptômes qui peuvent se confondre et qu'il faut toujours explorer, voir le contexte, aller dans le détail, quoi. Et je vois pas en quoi des personnes bah, trans seraient davantage expertes de ça, quoi. Une grande partie de ces autoproclamés experts sont des hommes transidentifiés qui transidentifient tard dans l'existence, hein, à 40 ans, 50 ans, 60 ans plus, hein, comme le président de Transsanté France qui a transitionné à 63 ans. Ce sont des hommes qui transitionnent sur le tard. Cette transition, ça devient un métier, en fait. Ils deviennent des ambassadeurs. C'est l'occasion de faire, c'est une façon de vivre, même si quand bien même ils n'ont aucune expertise, aucune connaissance en psychologie, en médecine ou quoi que ce soit. Ils deviennent même quasiment prescripteurs. Ils viennent former les médecins et ils viennent donc exercer une influence sur une communauté de jeunes avec des troubles du neurodéveloppement, des jeunes qui sont composés à grande majorité de femmes. En fait, s'ils ont 50, 60 ans, c'est pas le même profil. Mais il faut voir que le profil actuel, ça n'a rien à voir avec leur profil à eux. Et ça, c'est pas du tout pris en compte, et jamais. Typiquement, il y a un mec qui s'appelle Sian Dassonville, qui doit avoir genre 8 ans, qui transitionne à 45 ans et qui maintenant, il donne des leçons. Bah, tu le connais, il est sur LinkedIn, hein, Oui, et oui. il donne des leçons. C'est son business. Ouais, Il est coach, il est consultant et il va enseigner aux étudiants en médecine. ouais, Ah oui, en plus. ouais. C'est C'est une... chapeau, en fait. Typiquement, c'est pas des... il y a très peu de femmes transidentifiées qui font ce travail de coaching. 90% d'entre eux sont des hommes. Ouais, Oui, c'est vrai. oui, oui. Et moi, les personnes sur C'est LinkedIn vrai. là, C'est qui vrai. ont pu discuter, s'opposer, c'était deux hommes encore. C'est toujours Oui. des hommes. C'est vrai. C'est comme quoi les stéréotypes, hein, c'est toujours... Ah, ça va Les patriarcats, c'est toujours respecté, hein. C'est toujours des hommes. Ouais. pareil. Et il y a un truc qui est récupéré, par contre, c'est l'autodétermination. Alors, l'autodétermination, ils l'ont complètement galvaudé. C'est genre, tu veux quelque chose, je veux l'avoir et c'est tout. Mais c'est pas comme ça. Si vraiment les décisions se faisaient de manière autodéterminée, il n'y aurait pas de problème en fait, parce que dans l'autodétermination, c'est pas juste des droits, quoi. On évalue plein de choses. Et Et puis l'autodétermination, c'est quand même en fonction de ses capacités, de son développement, et puis sans dépasser les libertés des autres. Oui. Et Voilà, passage. l'autodétermination, dans l'autodétermination, on évalue le niveau d'influence subi ou pas de la personne qui va prendre sa décision. Là, elle est où l'évaluation du niveau d'influence? Quand une personne dit qu'elle est trans et qu'elle est 12 heures par jour sur TikTok, comment on évalue le niveau d'influence qu'elle subit? Et comment on peut dire qu'un enfant peut s'auto-déterminer à un âge où il est extrêmement immature, son cerveau n'a pas fini de se développer, qu'il y a plein de choses qu'il ne comprend pas. Enfin, c'est du non-sens en fait. Un enfant ne s'auto-épanouit pas comme un adulte. C'est pas la même chose. Ben Sinon, non. ça veut dire que si j'ai 12 ans et que je veux une relation sexuelle, ben voilà, je vais l'avoir parce que je le veux. C'est où la différence? Dans ce cas-là, quelle est la différence entre un enfant et un adulte? Le mouvement est tellement militant qu'il s'adresse aussi à des jeunes autistes qui peuvent être majeurs, hein, mineurs ou majeurs, autistes typiques,
enfin des personnes ou avec une déficience intellectuelle légère ou plus prononcée, qui sont très très handicapées dans leurs rapports sociaux, avec une compréhension du monde qui est extrêmement limitée. Et les transactivistes fournissent ad hoc, on a des jeunes qui, parce qu'ils sont sur des tablettes, des ordinateurs, ou parce que ça leur a été fourni par quelqu'un, sortent à leurs parents toute une liste ils ont décidé, ils vont aller voir tel médecin, tel psychologue, tel psychiatre, ils vont faire tel truc à tel âge. Et alors qu'ils ne sont pas capables de prendre le bus tout seul, en fait. Puis un jeune ne peut pas choisir un traitement si pas du tout les conséquences du traitement. Déjà, un jeune qui n'a pas de soucis il ne le sait pas. Mais si c'est un jeune autiste qui a beaucoup de difficultés, ben, comme mon fils, tu veux des bloqueurs, Julien? Ben, il va faire oui. Et ben voilà, il m'a dit oui. Enfin, Il ne peut pas y avoir de consentement éclairé à cet âge-là et encore moins quand il y a des difficultés, quoi. un Asperger, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre une personne Asperger et une personne ben, comme toi. Enfin, euh, non, mais moi, je pense aux autistes qui ont Neurotypique. C'est ça? Je suis en minorité, là. On est en minorité. Ouais, on est en minorité. On est une équipe mixte. On est mixte, on est mixte. Et est-ce qu'on n'a pas aussi des études ou des statistiques sur il y aurait plus de personnes homosexuelles dans la communauté autistique? Ah, ça, c'est Si, alors, avéré. alors oui, après, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un webinaire du C3R où Adeline Lacroix participe, où effectivement, alors elle parle des femmes, mais il y aurait, il me semble, dans ces stats, Ah oui, 60%, au moins 60% de femmes autistes qui ne s'identifient pas dans en tout cas, une orientation sexuelle très tranchée. Et c'est oui, avéré, ça. C'est avéré. ouais, Il y a pas de débat là-dessus. Enfin, pas de débat scientifique. ouais, c'est un consensus alors. Ouais. Donc, ce serait 60%, ouais. Non, 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 non. Il y a des études qui se contredisent, mais personne ne te contredira en disant qu'il y a plus Plus que dans la population ouais. normale, enfin Mm. neurotypique. Mm. Oui, et oui. Ben, l'absence, enfin un peu de sensation, moins de libido, bon, on va plus facilement choisir, entre guillemets, non? Bah oui, moins de pression sociale. Donc, en fait, on va voir, avant de voir un homme ou une femme, on va voir un être humain. Du coup, on va pas se préoccuper de si. Bah, voilà, peut-être. Ça peut être le côté positif. Il y a beaucoup qui sont asexuels aussi. Beaucoup plus que chez les neurotypiques. Oui, oui, oui. Ben oui, parce qu'il y a cette. D'où le fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui restent célibataires et qui n'aient vraiment aucun souci avec ça Ouais. dans le TSA. C'est-à-dire que bah, ils sont bien C'est tout seuls plutôt rien. Il y en a, c'est très, très sexualisé. et très Oui, c'est un dépendants. peu tout ou rien. Oui, parce que Il y en c'est un peu a, une histoire. Donc, il peut y avoir une hypersexualité ou en tout cas une forte dépendance affective aussi, je peux dire, de par la gestion peut-être de l'insécurité ou du stress. Il peut y avoir une forte dépendance affective, ouais. tout comme il peut y avoir une grande indépendance, un peu de libido, et puis voilà. Donc, Donc, on observe en fait, encore une fois, une population qui est particulièrement fragile, particulièrement vulnérable. Encore aujourd'hui, même si on a fait des progrès dans le diagnostic et dans l'accompagnement, cette population se retrouve enfin, sous l'emprise en fait d'un phénomène qui amène des jeunes à se mutiler, à mettre en place des traitements. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est tellement difficile de trouver des psychologues, des psychiatres pour accompagner des personnes autistes. C'est tellement difficile d'obtenir des adaptations scolaires, c'est tellement difficile de trouver de l'aide pour s'insérer dans le monde du travail, à toutes les étapes. Il y a tellement de parents qui sont aux abois, mais on va les pousser vers ces jeunes vers la transaffirmation. Ils sont livrés sans garde-fou, de manière extrêmement vulnérable, à des adultes qui sont militants et qui vont les pousser dans des ornières. Et leur autisme, la cognition de l'autisme les rend particulièrement vulnérables par rapport à ces adultes. Mais ce qu'il faut travailler, je le redis, c'est l'accompagnement dans la puberté. C'est Mm. et repérer l'autisme. Pamela, il y a un moment donné où tu n'avais pas de patiente transidentifiée, et puis à un moment donné, tu t'es mis à en avoir. Il ne s'agit pas de parler des personnes, bien sûr, mais d'avoir un profil de ce qu'elles demandent, de leur démarche. Comment est-ce que tu les abordes? leur démarche, c'était essentiellement pour traiter des traumatismes, des symptômes d'anxiété sociale, donc des difficultés liées à l'autisme essentiellement. Elles sont dans leur bulle, en fait.
Mais pas bulle autistique, c'est la bulle transaffirmative, qu'à un moment donné, quand on adhère à une idéologie qui va avec rien, le monde réel, toute confrontation réelle, ça vient en faire une butée, en fait. Et du coup, ils finissent par ne plus fréquenter que des personnes qui sont trans, pour ne jamais Oui, être en porte-à-faux. Et même au sein des personnes trans, ce dont tu témoignais, Daniel, c'est qu'au départ, il y avait quand même des gens avec des points de vue différents. Et puis à un moment donné, il n'y a plus le droit d'avoir de points de vue différents. Il y a un point de vue, il y a le point de vue, et puis c'est tout, quoi. Et on est dans l'uniformité, espèce de truc qui mousse et qui fait que les gens se maintiennent dans leur croyance, en fait, dans leur idéologie. dans ce qu'elles me décrivent, c'est sûr que j'ai le sentiment que c'est une communauté, ces personnes restent entre elles. Alors, il y a des craintes hein, réelles aussi, voilà, de peur du rejet, d'être mal jugé, d'être mal soigné. Voilà, c'est compliqué. Et donc, c'est un cercle très fermé. C'est dommageable parce que, en plus, bon, je sens que elles ont envie d'aller se frotter à l'extérieur, mais que du coup, elles en ont peur. Donc, je trouve ça bien qu'elles en aient envie. J'ai senti aussi ce que disait un petit peu Daniel, cette idée que quand même il pouvait y avoir une peur excessive pour elle d'être blessée, mais aussi de blesser les autres personnes de la communauté. On sent qu'il y a une espèce d'hypersensibilité très importante vis-à-vis des mots, d'un potentiel jugement, et que toute personne qui va décréter je me sens agressée, comme si elle était véritablement agressée en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de je me sens agressée égale on m'agresse. Donc on doit arrêter. Voilà, quelque chose de très intense vis-à-vis de ça qui me paraît pas du tout adapté hein, et qui me donne ce sentiment qu'il y a des revendications chez ces personnes trans des fois qui vont être beaucoup trop autoritaires vis-à-vis du reste du monde, entre guillemets, où étant fragile, souffrant, on doit se plier au moindre de leurs besoins parce que elles se sentent agressées, donc on les agresse vraiment. C'est un raisonnement émotionnel. C'est-à-dire que nous, on appelle ça des distorsions cognitives, en fait. Hein. Mon émotion est forte, je me sens agressée, je me sens très, très mal. Ça veut dire qu'on m'agresse vraiment, quoi, et que l'autre est responsable. Il y a vraiment une grande... Alors, c'est une problématique qui est fréquente hein, dans la gestion des émotions, la difficulté à prendre ses responsabilités dans sa gestion des émotions. Les personnes fragiles se sentant des fois tellement submergées par leurs émotions et ont tellement de difficultés de gestion des émotions qu'elles donnent le paquet aux autres. Je vais pas bien, je n'arrive pas à gérer ces émotions qui sont trop fortes et trop difficiles et trop inconfortables. Tu dois t'adapter à mes besoins et tu dois faire en sorte que je ne me sente pas mal, alors que ça peut pas marcher comme ça. Parce qu'en fait, elles pratiquent l'évitement en permanence. Elles ne gèrent pas leurs émotions. Et est-ce qu'il y a un mouvement vers le pire? Ben, il y a une manière de gérer qui n'est pas adaptée, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire trop évitante, trop dans le surcontrôle, trop dans la dépendance, trop dans la déresponsabilisation. Enfin voilà, il y a une manière de gérer qui est difficile et donc on va s'appuyer sur l'extérieur. Tu comprends? Oui. Mais j'ai beaucoup vu aussi, hein, il y avait vraiment une réglementation sur les termes à ne pas utiliser. Par exemple, transsexuel, c'était totalement hors de question, c'est transgenre. On ne peut pas dire non plus transgenrisme, faut dire transidentité parce que c'est des termes psychiatrisés, c'est des vieux termes, c'est transphobe. Plus en dehors de la transidentité, beaucoup de personnes qui demandaient de mettre des avertissements pour le moindre petit truc qui pourrait les choquer. Et ouais, c'est très présent dans ce genre de milieu. Et qu'est-ce qui t'a fait désister? Tu l'as raconté, tu l'as décrit tout à l'heure, mais comme un processus assez long, en fait. Il y a pas eu d'élément déclencheur. C'est-à-dire que dès le début, même quand j'étais vraiment à fond dedans, je sentais que j'avais toujours la petite voix dans ma tête qui me disait quand même, est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose qui te plaît là maintenant parce que c'est une explication, est-ce que tu vas pas changer d'avis? J'avais déjà entendu parler de témoignages des transitionneurs, de désisteuses, de gens qui ont changé d'avis, qui regrettent. Et je me posais quand même la question, est-ce que ça pourrait être moi dans quelques années? Mais vu que j'étais entourée de personnes qui m'affirmaient, j'en avais parlé de façon très ouverte et on m'a pas jugé là-dessus. C'est juste qu'on m'a dit, quand même, fais attention
C'est souvent des gens qui ont un certain agenda, qui veulent te faire peur. Il faut pas que tu t'inquiètes trop, même si c'est bien que tu poses des questions. Donc, j'ai un peu mis tout ça sous le tapis. Et c'est le fait, enfin, j'avais plus de plus avoir ma compagne, d'avoir à travailler beaucoup plus à la fac. Surtout de vraiment de faire beaucoup plus attention à ces questions que je me posais. Une des questions que je me posais, par exemple, c'est est-ce que ce serait pas lié au fait que tu as été harcelé au collège et que la première fois que tu t'es senti vraiment ami avec quelqu'un, c'était avec des garçons, puis avec des filles qui se disaient trans. Et j'ai pu explorer ça un peu avec mon ami qui est désistant aussi, qui a eu un vécu très similaire. Il n'est pas TSA, mais on a eu un parcours assez similaire. Et juste vraiment de m'autoriser à me poser des questions. C'était surtout ça le plus important. Et d'arrêter de trouver forcément une excuse, une explication toute faite. Et voilà, d'explorer. Et c'est là au final que en me questionnant, je vais découvrir plein de choses en fait sur moi-même. Il y a plein de petits détails, de petites explications que j'ai trouvées en réfléchissant, et c'est là que je suis venue à la conclusion que au final, j'ai pas besoin de prétendre d'être un homme, de changer mon apparence, de transitionner pour me sentir mieux. Il faut juste que j'explore encore ces questions et que je me laisse évoluer sans forcer, sans transitionner. Super. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez adresser aux jeunes TSA aujourd'hui qui sont à risque de prendre des décisions qui sont pas les leurs en fait, en réalité. C'est ça le risque en fait. Et moi, j'axerais vraiment sur le fait de ne pas se précipiter, de prendre son temps, de réfléchir, d'explorer, et que le rejet du corps est rarement une bonne solution, hein, et qu'effectivement, c'est souvent un apprentissage sur du long terme pour les hommes, mais aussi, surtout, bien sûr, pour les femmes, d'apprendre à accepter son corps de manière générale et que ben, ça prend un peu de temps, mais c'est possible. Moi, ce que je voudrais dire, c'est aux personnes autistes que c'est normal, par exemple, de ne pas se reconnaître dans les attentes sociales liées aux hommes et aux femmes. C'est tout à fait normal, c'est relié à l'autisme. Il y a d'autres choses aussi qui sont reliées à l'autisme, dont on a parlé. Et ce qui est important, c'est de ne pas euh, séparer l'autisme et les problèmes liés au genre, parce que c'est entremêlé. Et il faut qu'ils travaillent sur voir comment l'autisme influence leur identité, parce que plus ils auront une bonne connaissance de leur fonctionnement, plus ils prendront des décisions qui leur correspondent le mieux. C'est juste du bon sens en fait. Plus ils se connaissent, plus ils sauront ce qui est bon pour eux. Mais pour ça, il faut qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes, sur savoir comment l'autisme influence leur manière d'être, parce que euh, l'autisme, c'est une chose qui est en nous. On peut pas le mettre à côté, quoi. Mm. Tu vas Alors, ajouter, oui. Damien, tu vas ajouter euh, parce que quelque part on peut dire que tu as eu de la chance. Oui. Non Ah mais oui. c'est vrai. Oui. Je peux remercier ton ami des Oui. histoires. Et Et- surtout, et- vous l'aviez déjà dit, c'est le plus important, c'est de prendre son temps, de prendre le temps de se connaître, de savoir ce dont on a besoin. Mais si je peux rajouter une chose, c'est surtout de se souvenir qu'on n'est pas seul, en fait. Si on se sent mal en tant que fille, en tant qu'autiste, trans ou pas, c'est facile de se dire qu'on est vraiment, enfin, de se sentir exclu, de se dire qu'on est seul, qu'on est bizarre, mais au final, il y a plein de filles et de femmes qui ont eu ce vécu, qui ont fait face à ce genre de questions, et on est tenté de se précipiter, mais au final, en prenant son temps, il faut se laisser évoluer. Et même moi, là aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, je ne peux pas dire non plus que je suis totalement à l'aise. Ce qui compte, c'est d'apprendre à se connaître avant d'essayer d'imiter les autres. Et découvrir que c'est chouette d'être une femme. Oui. Sauf 4 jours par mois. Ouais. Bon, il y a un jour, ça s'arrête. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon, je vous embrasse.